The Assembly would hear an address by His Excellency. L'Assemblée générale va maintenant entendre l'allocution de son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Sayın Başkan, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les représentantes et les représentants, au nom de mon pays, en mon propre nom, je vous transmets mes sincères salutations, tout mon respect. C'est un honneur que de prendre à nouveau la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies. J'espère que cette 79e Assemblée générale œuvrera dans le bien de nos pays et de l'ensemble de l'humanité. À l'entame de mon propos, je tiens à féliciter M. Denys Francis, président de la 78e session de l'Assemblée générale, et souhaiter succès à M. Philemon Yang, qui a repris le flambeau. Je voudrais également exprimer notre bonheur de voir le représentant de notre ami et frère la Palestine occuper la place qu'il mérite parmi les autres États. J'espère que cette étape décisive sera la dernière sur la voie vers l'adhésion de la Palestine aux Nations unies. La communauté internationale et l'ensemble de la famille humaine devons nous acquitter de nos obligations à l'égard du peuple palestinien sans tarder. Mesdames et messieurs, je sais que vous suivez tous les crises sur vos écrans de télévision, des crises que nous essayons de gérer au jour le jour. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je parle au nom d'un pays qui n'est pas éloigné de toutes ces tensions, mais qui se trouve en fait à l'épicentre de ces tensions et de ces guerres. Certains nous critiquent, mais aujourd'hui, depuis cette haute tribune de l'humanité, je voudrais vous parler de la vérité de façon candide. À l'heure actuelle, les Nations unies, qui ont leur siège ici, avaient été créées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, après que des millions de personnes ont péri et que l'on demandait que la paix et la sécurité soient établies. Grâce à la fondation de l'ONU, de nouveaux espoirs étaient nés quant à une stabilité, une paix et une justice qui pourraient régner à nouveau aux quatre coins du monde. Hélas, ces dernières années, l'Organisation des Nations unies n'a pas pu accomplir sa mission fondatrice et s'est mue en structure dysfonctionnelle. Le monde ne se limite pas à 5 pays. Tel est mon mot d'ordre, qui est le reflet de nos valeurs communes, qui doivent être respectées plus que jamais aujourd'hui. La justice internationale ne doit pas dépendre des 5 membres privilégiés permanents du Conseil de sécurité. Et l'exemple le plus éclatant en est le massacre perpétré à Gaza depuis 353 jours. Depuis le 7 octobre, 41 000 Palestiniens ont péri dans les attaques incessantes menées par Israël. 41 000 personnes, surtout des enfants et des femmes, ont été tués sans pitié. Et l'on ne sait pas où se trouvent 10 000 autres personnes gazaouis, dont la plupart sont des enfants. De même, 100 000 personnes ont été blessées, mutilées ou même amputées. 172 journalistes
ont trouvé la mort dans l'exercice de leurs fonctions dans les circonstances les plus difficiles. Et plus de 500 infirmiers ont perdu la vie alors qu'ils essayaient de voler au secours de la population. Les travailleurs humanitaires et le personnel de l'ONU qui étaient venus secourir le peuple de Gaza aux prises avec la faim et la soif ont été tués. Des marchés, des tentes où des réfugiés cherchaient abri ont été pris pour cible. Ils ont touché 820 mosquées, 3 écoles qui devraient être protégées même en temps de guerre. Plus de 130 ambulances ont ainsi transporté des patients. Ils ont déchiré la charte des Nations Unies depuis la tribune des Nations Unies et ont ainsi défié le monde entier. Depuis cette tribune, chers amis, des images circulent de prisons en Israël qui sont devenues des camps de concentration. Ils nous montrent l'ampleur de la barbarie actuelle. Du fait des attaques conduites par Israël, Gaza est devenu le plus grand cimetière à ciel ouvert pour les femmes et les enfants de ce monde. Plus de 17 000 enfants ont été ciblés par les bombes et les balles israéliennes. Hind Rajab n'avait que 6 ans. Sa famille et lui-même cherchaient à se mettre à l'abri lorsque leur voiture a été touchée par les forces israéliennes. Il a ainsi perdu son père, sa mère, ses frères et sœurs, ses cousins, tous les espoirs qu'il avait encore. Il est le seul à avoir survécu. Il a attendu impatiemment qu'on vienne le chercher pendant 12 jours plutôt. « Quand viendrez-vous me chercher? J'ai peur », disait-il. Il attendait que quelqu'un vienne l'aider pendant 12 jours. En dépit du degré de développement de notre monde aujourd'hui, en dépit des technologies dont nous disposons, en dépit d'organisations dotées de budgets colossaux, employant des milliers de membres de personnel, notre famille de 8 milliards de dollars n'a toujours pas pu sauver cette petite fille, car il s'agissait d'une petite fille de 6 ans, qui était comme un petit oiseau qui dépérissait devant nos yeux. Des centaines d'enfants gazaouis périssent et meurent encore parce qu'ils ne trouvent même pas un petit morceau de pain sec, ne peuvent pas boire une gorgée d'eau ou un bol de soupe. À Gaza, des enfants trouvent la mort, mais c'est également le système des Nations Unies qui dépérit. Les valeurs que prétend défendre l'Occident s'érodent également. Les espoirs de l'humanité visant à vivre dans un monde plus juste s'amenuisent de jour en jour. Et donc je vous le demande très franchement. Je m'adresse à vous, les organisations de défense des droits humains. Est-ce que les habitants de Gaza et de la Cisjordanie ne sont pas des êtres humains? Est-ce que les enfants en Palestine n'ont aucun droit? Ne peuvent-ils même pas jouer dans la rue, dans leur pays? Et maintenant, je m'adresse aux organisations internationales de presse. Est-ce que les journalistes qui sont massacrés par Israël en direct à la télévision ne sont-ils pas vos collègues? Et je m'adresse au Conseil de sécurité. Qu'attendez-vous pour prévenir un génocide à Gaza, pour mettre un terme à la cruauté, à la barbarie? Qu'attendez-vous pour arrêter Netanyahou et son réseau qui met en péril les vies des Palestiniens avec un réseau de meurtriers massifs? Ils mettent même en danger l'ensemble de la région, leur propre population, simplement pour atteindre leurs objectifs politiques. Je m'adresse maintenant aux pays qui appuient de façon inconditionnelle Israël. Pendant combien de temps encore pourrez-vous supporter cette honte de regarder ce massacre se dérouler devant vous?
Chers amis, alors que des enfants meurent à Gaza, Ramallah, au Liban, que des bébés meurent dans des couveuses, hélas, la communauté internationale a essuyé un échec cuisant. Ce qui se passe en Palestine démontre un effondrement moral. Je pense que les populations du monde, les dirigeants des pays, les organisations internationales devraient réfléchir à cette situation douloureuse. Et je voudrais le dire haut et fort, du haut de cette tribune. Les gouvernements israéliens foulent aux pieds les droits humains fondamentaux et fait fi du droit international, pratique le nettoyage ethnique, un génocide ouvert contre une nation, un peuple, en occupant leur territoire, petit à petit. Les Palestiniens, dont la liberté, l'indépendance et les droits les plus fondamentaux ont été lésés, exercent à juste titre leur droit légitime à la résistance contre l'occupation et contre cette épuration ethnique. Cette résistance juste du peuple palestinien contre les occupants de leurs terres est extrêmement noble, honorable et légitime. Elle ne peut pas être présentée comme illégitime. Buradan bir kez daha canları pahasına vatan La seule raison pour laquelle l'agression d'Israël se poursuit contre Israël, c'est le soutien indéfectible d'une poignée de pays. Comme je l'ai déjà dit, le soutien d'un groupe de pays en faveur d'Israël permet à cette agression de perdurer. Les pays qui ont une influence sur Israël se rendent complices de ce massacre. Ceux qui appellent prétendument de leur vœu un cessez-le-feu en cette salle continuent de livrer armes et munitions à Israël pour que ce pays puisse poursuivre ces massacres. C'est de la malhonnêteté. Je voudrais attirer votre attention sur un document qui ne cesse de faire des allers-retours depuis mai. Le Hamas n'a cessé de dire qu'il acceptait la proposition de cessez-le-feu, mais le gouvernement israélien a indiqué clairement qu'il était la partie qui ne souhaitait pas la paix, en traînant des pieds, en rendant un règlement du différend quasiment impossible, invoquant sans cesse des prétextes et tuant son interlocuteur alors qu'on était si proche d'un accord. C'est l'heure de la part d'Israël ne devrait pas nous bercer d'illusions. En l'absence de la mise en œuvre de la résolution 2735 du Conseil de sécurité, des mesures coercitives contre Israël devraient être présentées. Le comportement d'Israël nous a démontré une fois de plus qu'il était d'une nécessité impérieuse que la communauté internationale mette sur pied un mécanisme de protection des civils palestiniens. Il y a 70 ans, Hitler a été arrêté dans sa course par l'Alliance de l'Humanité. Netanyahou et son réseau de meurtriers devraient également être arrêtés par une Alliance de l'Humanité. Nous pensons que la prérogative de l'Assemblée générale de formuler des recommandations sur l'emploi de la force, comme le veut la résolution de 1950, devrait être invoquée dans ce contexte. Un cessez-le-feu immédiat et permanent doit être décrété. Il faut procéder à un échange d'otages et de prisonniers. Et l'aide humanitaire doit être acheminée à Gaza sans entrave, sans interruption. Il est
capital de tendre la main au peuple gazaoui, en particulier à l'approche de l'hiver, alors que les circonstances sur le terrain seront encore plus périlleuses. À l'heure actuelle, 75% des ressources hydriques et 75% des boulangeries à Gaza ont été détruites. 95% des établissements de santé ont été endommagés partiellement, complètement. 150 000 maisons ont été complètement détruites, 200 000 maisons partiellement et 80 000 maisons sont devenues inhabitables. Les maladies infectieuses telles que la polio ou encore l'hépatite vont croissant. La population de Gaza ne reçoit qu'un quart des sommes nécessaires. En tout cas, c'est à cette aide que la population a accès. La Turquie a fourni une aide humanitaire aux frères et sœurs palestiniens. Et nous allons poursuivre sur cette lancée. La Turquie a livré plus de 60 000 tonnes à Gaza, le plus grand montant d'aide à Gaza. En arrêtant les transactions commerciales avec Israël, nous avons également affiché notre position sur ce dossier. Ces dernières semaines, les attaques menées par les Israéliens se sont multipliées contre le Liban. Nous nous tenons aux côtés du peuple et du gouvernement libanais. Et la vérité éclate au grand jour. Ceux qui ont assassiné des milliers de personnes ne pourront pas se reposer tant que les auteurs de ces crimes abominables ne rendront pas des comptes. Notre conscience collective ne saura garder le silence. La facture des milliards de dollars de dégâts occasionnés aux villes détruites, effacées de la carte, démolies, cette facture devra être payée par les auteurs de ces crimes. Nous appuyons l'affaire portée par la République d'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice pour veiller à ce que les crimes perpétrés par Israël ne restent impunis. Nous adopterons toutes les mesures qui s'imposent afin que justice soit rendue. Et nous nous sommes portés partie de cette affaire. Nous allons nous battre pour Aïchenour Ezgi Eigi, qui a été abattu d'une balle dans la tête par des soldats israéliens lors de manifestations pacifiques à Naplouse. Et nous allons utiliser tous les recours juridiques à notre disposition. Si un cessez-le-feu à Gaza s'impose de toute urgence, le principal problème dans cette situation, c'est l'occupation de territoires palestiniens par Israël. Dans le cadre des frontières de 1967, un État palestinien indépendant, souverain et d'un seul tenant, avec Jérusalem-Est comme capitale, devrait pouvoir se matérialiser. On ne peut plus attendre davantage. Je souhaite vous informer également que nous suivons de près la multiplication d'attaques contre la mosquée Al-Aqsa et contre Al-Haram al-Sharif. Je le répète une fois de plus, du haut de cette tribune, je ne veux pas utiliser ici la langue de bois politique. Je suis encouragée par nos aïeux qui ont toujours pris la défense des victimes de façon honorable. Nous sommes une nation qui s'est toujours tenue aux côtés des oppressés et a résisté aux oppresseurs. Nous avons accueilli les bras ouverts les Juifs qui fouillaient l'Inquisition il y a 500 ans et les Juifs qui fuyaient les camps de concentration d'Hitler. En tant que pays, en tant que nation,
Nous ne nourrissons aucune animosité à l'égard du peuple israélien. Nous rejetons l'antisémitisme, tout comme nous rejetons la prise pour cible de musulmans, simplement du fait de leur croyance, de leur foi. Ce qui nous pose problème, c'est la politique axée sur le massacre du gouvernement israélien. Ce qui nous pose problème, c'est qu'il y a un oppresseur et des opprimés, comme il y a 5 siècles. Tout le monde devrait le savoir. Nous dirons toujours la vérité, même si cela dérange certaines personnes. Nous allons continuer de crier haut et fort la vérité. Et nous allons toujours défendre nos convictions, même si cela blesse certaines personnes. Alors que je me tiens devant vous, je tiens à rendre hommage à toutes les personnes vaillantes qui ont affiché leur solidarité avec le peuple palestinien, sans distinction de foi, de pays, de langue, de religion, et qui descendent dans les rues chaque semaine pour dénoncer le massacre perpétré à Gaza. Et en particulier, je remercie les étudiants des universités, les jeunes. Mesdames et messieurs, hélas, la Syrie, qui entre dans la 14e année de conflit, ne connaît toujours pas la stabilité. La situation économique et humanitaire qui prévaut dans le pays, aux prises avec des organisations terroristes et séparatistes, demeure sordide. Dans le cadre de la résolution 2254 du Conseil de sécurité, nous espérons pouvoir donner un nouveau souffle au processus politique et parvenir à la réconciliation nationale. Nous sommes résolus à continuer d'œuvrer en faveur d'un dialogue réaliste. Et nous sommes très sincères à cet égard. Notre voisin, l'Irak, poursuit sa lutte contre le terrorisme et prend déjà des mesures tangibles en vue du développement de la reconstruction et de sa réintégration dans la région. La communauté internationale doit concourir à ces efforts de l'Irak. Dans ce contexte, l'heure est venue de mettre en œuvre des initiatives à l'instar d'un projet de développement routier qui ira dans l'intérêt de l'ensemble de la région. Le succès de toutes ces initiatives est tributaire de l'élimination complète de la menace terroriste qui plane sur l'Irak, et en particulier découlant du PKK. Nous renforçons également nos liens avec un autre voisin, l'Iran, afin d'établir la stabilité et la confiance dans le cadre du plan d'action global conjoint. La guerre en Ukraine se déroule depuis près de 3 ans. Et l'on est encore bien loin d'instaurer une paix juste et durable. Alors que la course aux armements s'accélère, la marge de manœuvre pour la diplomatie ne cesse de se rétrécir. Il est essentiel que la diplomatie et le dialogue garantissent le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine. Nos efforts en ce sens vont se poursuivre. Et à cet égard, nous sommes résolus à mettre en œuvre la Convention de Montreux. Nous appuyons le processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Nous espérons que ce dernier pourra se solder par de bonnes nouvelles dans les plus brefs délais. Nous sommes favorables à des relations constructives entre ces deux pays. Nous donnons la priorité au dialogue. La Turquie et l'Arménie ont également été de l'avant. Les progrès dans le processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie auront également des effets positifs sur le processus de normalisation des relations entre la Turquie et l'Arménie. Mesdames et messieurs, nous jouons un rôle constructif en faveur de la prospérité et de la paix dans les Balkans, dont nous faisons partie intégrante, et nous agissons en coopération étroite avec tous les acteurs de la région. En tant que membre
du Conseil d'administration, du Conseil de mise en œuvre de la paix, nous soulignons la nécessité impérieuse de garantir la souveraineté, l'unité politique, l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine en toutes les instances. Nous continuons de contribuer à l'opération Euphor Althea. Nous continuons de commander la KFOR depuis l'année dernière et nous appuyons le processus de dialogue entre Belgrade et Pristina. Nous souhaitons que la mer Égée, l'est de la Méditerranée, devienne région de stabilité et de prospérité, au sein de laquelle les intérêts légitimes de toutes les parties concernées seraient honorés. Il va dans l'intérêt de l'ensemble de la région de resserrer la coopération et notamment de garantir la liberté et la sécurité de la navigation ainsi que le commerce maritime. À cet égard, il est important d'œuvrer dans le cadre de mers ouvertes ou semi-ouvertes, telles que la mer Égée. Nous avons le plus long littoral de l'Est de la Méditerranée. Le rôle crucial de la Turquie est indéniable. La Turquie a des droits légitimes quant au nord de l'île de Chypre, tandis que les Chypriotes turcs ont des droits qui doivent être reconnus dans le monde. 50 années se sont écoulées depuis l'opération de paix à Chypre et 61e année que le différend a vu le jour en raison de l'usurpation de l'État partenaire représenté par les Chypriotes grecs. La paix et la tranquillité ont toujours pu régner sur notre partie de l'île. Les Chypriotes turcs et la Turquie ont toujours exprimé leur espoir de voir advenir une solution juste, permanente et durable à la question de Chypre. Le modèle de fédération est à présent obsolète. Nous sommes favorables à une solution de deux États, avec deux nations présentes sur l'île. Proposition de la République turque de Chypre Nord. L'isolement doit prendre fin. À l'heure actuelle, ou plutôt aujourd'hui, j'invite à nouveau la communauté internationale à reconnaître la République turque de Chypre Nord et à nouer des relations diplomatiques, politiques et économiques. Nous appuyons sans faille la stabilité en Libye, le maintien de l'unité et de l'intégrité de ce pays. Nous invitons tous les États à se tenir aux côtés de la Libye en cette période charnière et à contribuer à établir la confiance entre les parties. Nous devons en faire davantage afin de faire cesser le conflit qui fait rage au Soudan. Nous sommes tous tenus de fournir une aide humanitaire aux millions de Soudanais déplacés par ce conflit. Grâce à sa population jeune et dynamique, à ses ressources naturelles riches et ses terres très fertiles, l'Afrique recèle un potentiel colossal. Dans le cadre des principes de partenariat égal et de respect mutuel, aux côtés du peuple de l'Afrique, nous appuyons les initiatives que prend ce continent en faveur de la paix, de la stabilité, du développement. Nous allons continuer d'afficher toute notre solidarité envers nos frères et sœurs africains. Dans le cadre de nos initiatives, nous resserrons également nos liens déjà très étroits avec l'Asie et avec les organisations régionales, à l'instar de l'ASEAN, de l'Organisation de coopération de Shanghai et du Forum des îles Pacifiques. Nous souhaitons développer nos relations avec le BRICS, qui rassemble les économies émergentes. Une histoire de longue date nous lie aux pays d'Asie centrale et nous renforçons la coopération à l'échelle bilatérale et multilatérale. Notre organisation des États de langue turcique
se mue en un centre d'attraction. L'organisation devient en effet un exemple de coopération grâce aux contributions de membres observateurs, la Hongrie et la République turque de Chypre Nord. Nous allons renforcer notre unité, notre solidarité en tant que monde de langue turcique. Et dans le cadre du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Chine, nous avons noué un dialogue avec la Chine en vue de protéger les droits et les libertés des Turcs ouïghours auxquels nous sommes liés par des relations historiques, culturelles et humaines robustes. Nous souhaitons faire fond sur les amitiés que nous avons tissées avec des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Mesdames et messieurs, nous devons œuvrer de concert afin de lutter contre les injustices de ce monde. Le maître mot des objectifs de développement durable, ne laisser personne de côté, est notre boussole dans ces efforts. En tant qu'un des plus grands bailleurs de fonds par rapport à son PIB, nous avons mené de nombreuses activités de coopération au développement qui concourent à la réalisation des ODD, notamment et à une croissance juste, inclusive, dans les instances internationales, dont le G20, dont nous sommes membres. Les percées technologiques ne sont pas, selon nous, une source de nouvelles injustices ou de conflits, mais plutôt en tant que source de prospérité à venir. Je songe notamment à l'intelligence artificielle. Nous pensons que tous les pays doivent tirer parti de ce pouvoir de transformation des nouvelles technologies. La Banque de technologie pour les PMA que nous accueillons concrétise nos efforts dans cette direction. Mais hélas, les attaques cyberterroristes perpétrées contre les Libans la semaine dernière démontrent à quel point ces technologies peuvent être utilisées également comme des armes létales. C'est sous le même angle d'approche que je souhaite évoquer les changements climatiques. Aucun pays ne peut faire cavalier seul en matière de réduction des émissions ou d'adaptation. Ce qui compte le plus pour les pays en développement, c'est les fonds, le transfert de technologies, le renforcement des capacités. Je suis intimement convaincue que la COP29 à Bakou contribuera à l'avènement de solutions à toutes ces questions. Lors du sommet, nous souhaitons lancer de nouvelles initiatives d'envergure, notamment présenter notre stratégie de développement à faible émission et également une initiative zéro déchet. Et ce sous les auspices de mon épouse, Madame Emine Erdogan. Et grâce aux accords mutuels, nous avons pu porter des initiatives nationales sur la scène internationale. Je vous invite à vous rallier à ces efforts. L'islamophobie, la xénophobie, le racisme enveniment notre planète. Chaque semaine, nos mosquées, notre livre sacré, le Coran, sont attaqués. Au cœur de l'Europe, des maisons sont incendiées. Des personnes sont prises pour cible en raison de leur appartenance ethnique. Ces personnes voient leurs droits fondamentaux lésés. Personne ne peut fermer les yeux sur ce péril croissant. En mars 2024, nous avons adopté une résolution et nous espérons qu'un envoyé spécial de lutte contre l'islamophobie sera nommé le plus rapidement possible. Je voudrais à présent appeler votre attention une fois de plus
sur les périls que j'évoquais l'an dernier. Les attaques contre l'institution de la famille, un pilier fondamental de nos sociétés, se multiplient. Ainsi, le scandale de l'ouverture des Jeux olympiques de 2024 a fait éclater au grand jour la menace qui plane sur l'ensemble de l'humanité. Ainsi, une manifestation sportive regardée par des centaines de millions de spectateurs de tout âge, de toute confession, a été utilisée dans le cadre d'une propagande sexiste. Faisons étalage de tous les péchés possibles. Cela a non seulement blessé les catholiques, les chrétiens, les musulmans, mais tous ceux qui respectent ces valeurs sacrées. Ainsi, ces nouvelles normes nous sont imposées. C'est une sorte de guerre livrée contre la nature humaine, contre tout ce qui est sacré. Il s'agit là d'un projet de destruction aux multiples facettes. Nous souhaitons nous opposer à ce fléau. Toute personne qui dénonce ce projet fait l'objet d'une campagne de lynchage. C'est pour cette raison que nous avons décidé de rejoindre le groupe des Amis de la Famille de l'ONU. Inch'Allah, si Dieu le veut, aux côtés d'autres États membres, nous pourrons défendre la famille, l'être humain, la nature humaine. J'invite tous les pays qui partagent nos préoccupations à se rallier à cette lutte. Ceci étant dit, j'espère que la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies sera bénéfique à l'ensemble de l'humanité. Une fois de plus, je vous transmets tout mon respect, toutes mes salutations. Je vous souhaite paix et santé. On behalf of the Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République de Turquie